Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre 2017 et comme d'habitude j'émets à partir de Tunis, capitale de la Tunisie. Et je vais lire pour la énième fois le manifeste du Parti communiste 1847 écrit par Karl Marx et Frédéric Engels. Donc j'essaie par cette répétition de vidéos diffusée à travers internet et à travers YouTube et à travers bien sûr le Twitter, de vous faire partager mes opinions qui sont identiques à celles de Karl Marx s'agissant de la gestion d'une société et s'agissant bien sûr du choix du communisme du communisme au lieu du capitalisme pour la gestion d'une société. Et donc je m'en vais vous définir par ce manifeste qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois et qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire. Donc chemin faisant, je me dois d'expliquer toujours ce que je dis. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurons et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes. Une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons de serfs et de plus en plus dans chacune de ces classes une hiérarchie particulière. Donc la lutte des classes, mais face à face, l'homme libre et l'esclave, le patricien et le plébéien, le baron et le serf, le maître de genre et le compagnon, en un mot oppresseur et opprimé, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, qui se terminait toujours par soit par la transformation révolutionnaire des deux classes, deux classes en lutte, soit par la destruction des deux classes. La société bourgeoise, moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Société bourgeoise moderne. La société bourgeoise moderne, élevée dans les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois, avec ce caractère distinctif. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Des serfs du Moyen-Âge naquirent les bourgeois.
des premières agglomérations urbaines. De cette population municipale sortirent les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange et en général des marchandises donnèrent un essor jusqu'à-là inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie et assurèrent en conséquence un développement rapide à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Des serfs du Moyen-Âge naquirent des premiers, ce sont des serfs du Moyen-Âge, naquirent les bourgeois des premières agglomérations urbaines. De cette population municipale sortirent les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique comme la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange en général des marchandises donnèrent un essor jusqu'à-là inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie et assurèrent en conséquence un développement rapide à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Donc un développement rapide de l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Un développement rapide de l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Des serfs du Moyen-Âge naquirent les premiers bourgeois. Découverte, hop. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvrirent de nouveaux marchés. La manufacture prit sa place. La moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de Gironde. La division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein de l'atelier même. Mais les marchés s'agrandirent sans cesse, la demande croissant toujours, la manufacture à son tour devint insuffisante, alors la vapeur et la machine révolutionnèrent la production industrielle, la grande industrie moderne supplanta la manufacture, la moyenne bourgeoisie industrielle céda la place aux millionnaires de l'industrie, aux chefs de véritables armées industrielles, aux bourgeois modernes. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvrirent de nouveaux horizons. La moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de Gironde, la division de travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein de l'atelier lui-même. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développèrent, la bourgeoisie grandissait, déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. La bourgeoisie, nous le voyons, est elle-même le produit d'un lent développement d'une série de révolutions dans le mode de production et les moyens de communication. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développèrent, la bourgeoisie grandissait, déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développèrent, la bourgeoisie grandissait,
déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. Le mécanisme des enrichements de la bourgeoisie, son agrandissement. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développent, la bourgeoisie grandissait, déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. Je me répète, mais c'est dans la répétition où il y a la compréhension et l'assimilation. Le problème, c'est d'assimiler. Ce n'est pas de la lecture, c'est une recherche de conviction. C'est une recherche de conviction de pouvoir, pour chaque société, se débarrasser de la société bourgeoise. Partout où elle a conquis le pouvoir, la bourgeoisie. Elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle à une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté de commerce. Partout elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Partout elle a conquis le pouvoir, la bourgeoisie, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister autre lien entre l'homme et l'homme que le froid intérêt et les dures exigences du paiement au comptant. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte et éhontée, directe et brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusqu'à là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés des gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de la sentimentalité qui recouvrait les relations de la famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe et brutale. La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouva son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. Elle a créé de toute autre merveille que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a mené à bien toutes les autres expéditions que les invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans se révolutionner constamment. Sans révolutionner constamment les instruments de production. Ce qui veut dire que les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux, le maintien sans changement de l'ancien mode de production, était au contraire pour toutes les classes industrielles antérieures la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguaient l'époque bourgeoise de toutes les précédentes.
Tous les rapports sociaux figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent, ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui a fait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré est profané. Et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et elles sont encore, chaque jour, elles sont supplantées par de nouvelles industries dont l'adoption devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Les industries qui n'ont pas plus de matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus lointaines et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du globe. À la place des anciens besoins satisfaits par les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux réclamant pour leur satisfaction des produits des contrées, des climats les plus lointains. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisent à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations, et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit, des œuvres intellectuelles d'une nation devient la propriété commune de toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossible, et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infini des moyens de communication. La bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares le bon marché de ses produits et la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtres hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c'est-à-dire devenir bourgeois. En un mot, elle se façonne un monde à son image.
La bourgeoisie supprime de plus en plus l'émiettement des moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens de production et concentré la propriété dans un petit nombre de mains. La conséquence sociale de ces changements a été la centralisation politique des provinces indépendantes, toutes juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents ont été réunis en une seule nation avec un seul gouvernement, une seule loi, un seul intérêt national de classe derrière un seul cordon douanier. Voici donc ce que nous avons vu, les moyens de production et d'échange, sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie. A été édifiée la bourgeoisie. Ils furent créés à l'intérieur de la société féodale. À un certain degré de développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot, le régime féodal de propriété cessèrent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant de chaînes, il fallait les briser. Et on les brisa, à sa place s'éleva la libre concurrence avec une constitution sociale et politique appropriée, avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise. Nous assistons aujourd'hui à un processus analogue. Les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionne l'existence de la bourgeoisie et sa domination. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée. On dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance. L'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime, qui alors
leur fait obstacle. Et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives, de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés, en exploitant plus à fond les anciens. À quoi cela aboutit-il? À préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'est pas seulement forgée, n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort, elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat. La classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à condition de trouver du travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers contraints de se vendre au jour le jour sont une marchandise, un article de commerce comme un autre. Elles sont exposées par conséquent à toutes les vicissitudes de la concurrence et à toutes les fluctuations du marché. Le développement du machinisme et la division du travail en faisant perdre au travail de l'ouvrier. Tout caractère d'autonomie